Bonjour à tous, encore merci aux organisateurs de cette journée et surtout à Stéphane pour son dynamisme perpétuel. Donc avec Philippe, on va vous faire une communication sur l'enseignement de l'EPS en SECPA qui va se dérouler en 3 parties. Donc je vais m'occuper de la première partie, que puis-je savoir, qui consiste à vous faire une sorte d'état des lieux déjà sur l'enseignement de l'EPS et en classe de SECPA. Et ensuite, je donnerai la parole à Philippe qui aura un versant un petit peu plus pratique et qui nous fera part de son expérience en tant qu'enseignant. Alors, pour introduire du coup l'enseignement en SECPA, eh bien, selon le BO du 29 octobre 2015, la section d'enseignement général et professionnel adapté, donc SECPA, est une structure qui a toute sa place dans le traitement de la grande difficulté scolaire. Donc là, on est vraiment sur ce registre, c'est-à-dire le traitement de la grande difficulté scolaire. Et le rôle des SECPA dans ce bulletin officiel est d'y apporter une réponse par un enseignement adapté. Du coup, les sections d'enseignement général professionnel adapté incarnent vraiment le droit pour tous les élèves d'être scolarisés par des mesures qu'on dit compensatrices. Alors, je vais faire un bref retour sur l'historique pour comprendre un petit peu la place et le rôle des SECPA aujourd'hui. À l'origine, en 1909, du coup, ont été créées les classes de perfectionnement. Alors ces classes de perfectionnement, qui avaient lieu déjà en école, ont été généralisées au milieu du XXe siècle, pour l'ensemble des établissements et surtout depuis 1959 quand il y a eu notamment l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans puisque l'école a dû s'adapter du coup à tous les enfants. Ceux qui n'avaient avant pas forcément leur place arrêtaient, donc là il a fallu créer des dispositifs pour accompagner tout le monde. En 1967, il y a eu la création des sections d'enseignement spécialisées pour assurer l'accueil, alors cette fois-ci des élèves qui étaient déficients intellectuels légers au collège. Mais peu de temps après, il y a l'OMS qui a redéfini en fait la notion de handicap et qui a en fait contesté cette notion d'handicap léger. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant en prônant pour une approche beaucoup plus sociale du handicap et pas quelque chose qui serait forcément inhérent à la personne ou qui serait voilà, de l'ordre d'un handicap cognitif pour comprendre les difficultés. En 89 et après, du coup, les SECPA ont été créés, donc en 1989, et ont remplacé les SES peu à peu. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris un petit peu de temps. Et les classes de SECPA ont donc accueilli les élèves en grande difficulté scolaire, mais au départ sans pour autant relever donc d'un retard mental. Alors aujourd'hui, les SECPA accueillent des élèves en grande difficulté, donc ce sont des classes avec 16 élèves au maximum. Mais on peut avoir certains élèves actuellement en situation de handicap dans des SECPA, on peut en trouver. Donc il s'agit de classes à part entière, mais pas forcément de dispositifs inclusifs sur tous les plans. Donc on verra que ça peut, le dispositif des SECPA peut créer des freins, notamment à une inclusion qui est sociale. Voilà, donc ce sont des classes spécifiques où les élèves restent ensemble en fait pendant généralement 4 années. Alors l'objectif pour ces élèves-là, c'est de permettre à ces enfants de poursuivre leurs études au collège et de décrocher un diplôme de niveau 5, donc un CAP. Donc l'intégration, l'objectif est à la fois une intégration qui est sociale et professionnelle, mais aussi une possible réintégration de l'enseignement ordinaire qu'on ne voit pas souvent, puisque ça ne concerne que 2% des élèves de SECPA, c'est-à-dire qu'ils vont retourner ensuite dans les classes avec les autres élèves. Concernant l'encadrement, eh bien, on a différents types d'enseignants. On a des professeurs des écoles spécialisées, des professeurs aussi de collèges, de lycées professionnels, et éventuellement qui sont en possession, alors avant d'un certificat complémentaire pour les enseignements adaptés, et aujourd'hui qui peuvent voilà, disposer d'un KPI depuis 2017. Le directeur, donc il y a un directeur en fait qui organise la section à la SECPA, qui a un diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisé, et en fait il est adjoint aussi au chef d'établissement, donc au collège. Alors maintenant qu'on a vu le contexte assez général, quelques mots sur les élèves de SECPA, c'est quoi être élève en SECPA. Alors le premier point, c'est qu'on a quand même des préjugés très dévalorisants au sujet de ces élèves-là. Zafran en 2010 rappelait qu'il y a une sorte de psychologisation des élèves de SECPA qui perdure encore aujourd'hui
et qui est entre autres à l'origine de nombreux préjugés. C'est-à-dire que ces élèves sont très mal considérés. Alors, Zafran cite notamment d'autres études, comme celle de Nafti Malherbe, qui reprenait des propos d'enseignants, d'enseignants qui disaient que ces élèves sont dépourvus de moyens intellectuels, ils seraient passifs ou violents à cause de problèmes psychologiques. Donc on leur attribue des caractéristiques inhérentes à eux-mêmes pour justifier certains types de comportements. Donc on a beaucoup de préjugés en fait qui n'aident vraiment pas ces élèves-là. Et il existe aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, une série sur YouTube qui s'appelle Les Secpas. Je vous conseille vraiment pas de regarder, et qui met en scène des personnages qui sont particulièrement stupides, en plus qui n'ont pas du tout l'âge d'être en SECPA. Bon. Alors comment est-ce qu'on arrive en SECPA? Alors la SECPA, elle accueille des élèves donc, qui présentent des difficultés scolaires graves, et selon le BO, donc des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien, donc sous-entendu à l'école primaire. Donc par ailleurs, ces élèves sont accueillis en SECPA sur décision de l'inspecteur d'académie, après accord des parents, il y a nécessairement un accord des parents, et ils doivent passer donc, ce qu'on appelle par une commission départementale d'orientation. Alors il y a une préadmission qui peut se faire à la fin du CM2, et surtout une orientation qui est à la fin de la 6e. Donc on a deux cas de figure qui peuvent s'établir. Donc a priori, l'orientation elle se fait à partir des performances scolaires, donc surtout en français et mathématiques. Or, on s'aperçoit, Zafran notamment a montré que l'orientation en SECPA ne dépend pas que de ses performances scolaires, mais aussi d'autres facteurs qui normalement ne devraient pas du tout intervenir et ne sont indiqués nulle part, comme le milieu social d'origine des élèves et aussi le sexe des élèves. Alors on peut faire référence à une étude antérieure de Guagou en 1998 qui avait montré que les performances des élèves de SECPA en maths et en français, en fait, ce sont les mêmes que celles des élèves de 6e en classe ordinaire, qui sont les 5%, des 5% des élèves de 6e les plus en difficulté. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau équivalent, certains sont orientés en SECPA et pas d'autres. Voilà, et on peut donc se poser la question pourquoi, et dans les critères, c'est origine sociale qui apparaît, et sexe des élèves. Donc le niveau des élèves, le niveau de performance scolaire, si on peut dire en français et mathématiques, ne suffit pas pour expliquer cette orientation. Alors, il y a les classes favorisées qui ont un effet protecteur sur l'orientation. Alors, certainement parce que ça vient des capacités des parents aussi à pouvoir négocier avec l'école. Et comme l'avis des parents est nécessaire, ça peut expliquer certaines orientations ou non-orientations. Et aussi les filles qui ont une attitude scolaire qui permet mieux de répondre aux normes scolaires. Elles sont moins orientées en SECPA que les garçons, à niveau équivalent. Voilà, alors de même, ces deux variables, elles jouent aussi sur l'avenir des élèves et notamment l'obtention du CAP. Donc on retrouve ces différences en fait un petit peu plus tard. Donc même si l'intégration des SECPA a été pensée au départ dans les collèges, pour que ces élèves ne soient pas isolés dans une entité totalement à part, eh bien les SECPA restent quand même un petit peu à part, isolés un peu dans les collèges. Et les élèves sont quand même très souvent rejetés par les autres car ils appartiennent à une structure qui est différente et qui va véhiculer donc un certain nombre de stéréotypes. Du coup, on a des élèves qui peuvent souffrir d'un passif scolaire qui les a souvent stigmatisés. Ils renvoient aussi une image assez dévalorisée d'eux-mêmes, manque de confiance en eux, malgré parfois les apparences, c'est vraiment à questionner. Et peuvent aussi développer tout un tas de stratégies comportementales pour tenter d'échapper à leurs difficultés. Alors, juste un petit point sur les textes officiels. Alors, la spécificité des élèves qui sont scolarisés en SECPA, c'est qu'en fin de 3e, ils passent un autre diplôme qui est le certificat de formation générale. Alors, ils pourraient passer aussi le diplôme national du brevet, mais ce n'est pas du tout obligatoire, et c'est très rare, ça ne concerne que 2% des élèves, mais ce n'est pas interdit. Alors, ils sont concernés aussi, comme tous les autres élèves, par le développement des compétences du socle commun, mais par contre, ils ne sont pas soumis, comme les autres, à leur validation, comme les élèves en classe ordinaire. Alors, au niveau pédagogique, par contre, il y a une circulaire, donc il y a la circulaire de 2015, qui définit des grandes orientations pédagogiques pour les enseignements, pour l'enseignement de ces élèves-là, et surtout dans les 5 champs professionnels qui les concernent. Globalement, on peut remarquer une grande liberté de mise en œuvre qui est offerte aux enseignants.
Alors je vous ai mis une petite citation, ce qu'on peut retenir dedans, c'est des mots-clés comme l'aménagement, l'ajustement de la démarche pédagogique, la différenciation, l'individualisation pédagogique, tout en maintenant un haut niveau d'exigence, voilà, et la démarche de projet qui arrive à la fin, des pratiques de projet qui sont mises en œuvre tout au long de la scolarité. Donc on incite vraiment les enseignants à avoir une démarche pédagogique et didactique différente pour qu'ils s'adaptent à ce public-là. Donc on voit que l'inclusion, elle est essentiellement pédagogique, en demandant aux élèves, aux enseignants en fait, de tenir compte des caractéristiques de ces élèves-là et du coup de la diversité. Alors, un peu plus précisément, cette fois-ci, en EPS. Alors, en EPS, on a des profils d'élèves en SECPA qui sont quand même très variés. Certains qui sont vraiment dans un surinvestissement avec parfois des prises de risques importantes, voire même non contrôlées. Ils sont dans une action très spontanée, très immédiate, parce que parfois ils ne sont pas scolaires non plus. Et d'autres, au contraire, vont être particulièrement inhibés. Donc, on a vraiment un panel de profils qui est vraiment très ouvert. Et les différences qu'on peut observer avec les élèves de classe ordinaire donc, peuvent être vraiment de ressorts très, très différents. Ça peut être au plan de l'attention, de la concentration. Ça peut être au plan aussi du rapport à la règle, qui est plus ou moins construit. Ça peut être au plan social aussi, donc tout ce qui concerne le relationnel avec les autres. Au plan de la compréhension des consignes, qui doivent rester simples dans un premier temps, et aussi au plan, on l'a vu tout à l'heure, de la confiance en soi. Alors, dans ce cadre, l'EPS peut avoir un intérêt particulier, parce qu'en fait, en EPS, on ne mobilise pas de façon prioritaire les capacités des élèves qui ont été à l'origine de leur orientation en SECPA. Donc essentiellement français et mathématiques. Ce qui veut dire en fait que on a peut-être, alors je dis peut-être, davantage de possibilités en EPS pour développer des projets qui permettent à ces élèves de se sentir en réussite, de se sentir valorisés et même peut-être nouer des liens avec les élèves de classe ordinaire. Alors pour aller vers une inclusion qui serait aussi plus sociale. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. Il faut savoir rester aussi prudent face à cette pensée magique, ces espoirs qui seraient fondés sur l'idée que l'EPS contribuerait de façon naturelle à améliorer le statut et l'intégration de ces élèves-là au collège. D'ailleurs, on a Garel en 2001 qui avait fait une étude auprès des élèves de SECPA et qui rappelle que les élèves de SECPA apprécient beaucoup l'EPS, mais par contre souhaitent en très grande majorité rester entre eux et ne pas être mélangés aux autres. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait, les raisons principales, c'est la peur de l'échec, la peur des moqueries et des insultes qui viennent des autres, car ils sont vraiment stigmatisés et s'en rendent compte. Alors on a vraiment différentes problématiques qui se posent, notamment celle donc, de la réussite de ces élèves, de leur mobilisation qui va passer par une pédagogie sécurisante et adaptée, et celle aussi de leur inclusion au collège, qui peut passer par le cas de regroupement avec des autres classes. Alors, les expériences de regroupement ont déjà été faites. Alors, je ne sais plus si j'avance, pas tout de suite. Au regard des recherches qui ont été menées en EPS notamment, on peut constater que le simple fait de regrouper des élèves de SECPA avec des élèves de classe ordinaire ne suffit pas du tout pour améliorer cette inclusion sociale, cet aspect relationnel, et peut même au contraire renforcer des discriminations et des comportements inappropriés, type violent, entre les élèves. Alors il y a Garel en 2000 qui avait montré, après des expérimentations menées auprès de 300 élèves, c'était très important, que ce mélange, pendant 1 an, donc SECPA classe ordinaire, n'avait fait qu'accentuer les clivages, et surtout au plan relationnel. Et cet auteur soulignait aussi que les pratiques d'opposition type sport collectif ont vraiment accentué l'animosité et l'agressivité de certains élèves. Donc ils ne sont pas forcément à bannir, mais peut-être à proposer un peu plus tard et avoir vraiment aussi une réflexion sur les programmations en EPS. On l'a vu avec Twiggy tout à l'heure sur l'enseignement de la danse, qui est vraiment une pratique de coopération. Et voilà, ne pas simplement mettre les élèves les uns en face des autres et penser que l'aspect relationnel et l'inclusion va se faire toute seule. Voilà, ça ne marche absolument pas et on peut avoir des effets totalement contre-productifs. Donc, expérimentations qui doivent vraiment être réfléchies. Alors, pour conclure sur cette première partie, sur c'est quoi être élève en SECPA, avant de transmettre la parole à Philippe. Alors l'enjeu au niveau de l'enseignement, du prof d'EPS, c'est d'essayer de répondre aux préoccupations des élèves dans la mesure du possible, ce qui va le conduire en fait à peut-être privilégier certaines pistes pour enseigner
et surtout essayer de mobiliser les élèves. Donc ce sont des exemples de pistes qui, si vous connaissez les pistes aussi du groupe Plaisir, font écho aussi à ce qu'on peut proposer par ailleurs. Alors ces élèves sont parfois moins scolaires que les autres, et donc cela nécessite qu'ils donnent aussi d'autant plus de sens à ce qu'ils vont faire. Donc les différences, on l'a vu tout à l'heure, ne relèvent pas forcément de leur capacité motrice, mais parfois de l'intérêt qu'ils vont donner aux situations, leur capacité à se concentrer, à se réguler, à répéter, à agir avec un objectif à long terme, ça peut être mis en cause, à agir même avec les autres. Donc on a vraiment une très forte hétérogénéité, qui est d'ailleurs un frein pour les enseignants à la mise en place de projets inclusifs, parce que la première raison que les enseignants donnent pour ne pas créer de projets inclusifs, c'est déjà dur d'enseigner avec des élèves de SECPA, alors les mélanger avec les autres, ça devient vraiment très très compliqué. Alors autre spécificité de la classe de SECPA, c'est aussi une classe, alors ça c'est une richesse, qui reste identique quasiment identique pendant 4 ans avec les mêmes enseignants. En cela, on se rapproche des classes de primaire où la stabilité est très forte, entre élèves, mais aussi avec les enseignants, et ce qui est peut-être aussi une occasion de développer des projets à plus long terme pour avoir vraiment du sens, donner du sens aux élèves et qu'il y ait vraiment des aboutissements qui soient très concrets pour eux. Autre piste aussi, c'est favoriser l'action motrice et la réussite immédiate pour leur donner du sens, leur donner confiance. Proposer aussi des expériences marquantes qui vont leur permettre de ressentir des émotions très variées et nouvelles. Et enfin aussi, être exigeant avec eux et leur montrer ce qu'ils sont capables d'accomplir en leur donnant des repères réguliers, précis, pour qu'ils se rendent compte vraiment de leur progrès, de leurs avancées, et aussi évidemment ce qu'ils ont besoin d'apprendre et de faire. Alors je vais enchaîner, si vous voulez, un petit peu plus sur une illustration possible. En fait, j'ai toujours travaillé au collège, et toutes les années, j'ai chaque fois eu au minimum une classe de SECPA. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que les premières années, c'était particulièrement difficile. En fait, je préparais mes cours en essayant d'adapter un peu le contenu au profil d'élèves, et globalement, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'étais préoccupé plutôt à leur faire faire ce que j'avais prévu, et complètement démuni par les remarques, souvent très cash de ces élèves, du style « je ne fais pas ». Je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. Alors cette logique pour moi était complètement illogique, et je considérais justement que faire apprendre, c'est faire faire aux élèves ce que justement ils ne savent pas faire. Alors progressivement au cours des années, je me suis rendu compte qu'enseigner c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je dirais même que d'une certaine façon, ces classes de SECPA, comme par la suite des classes d'Ulysse que j'ai pu avoir, ça a constitué pour moi, finalement, une des meilleures formations professionnelles, un apprentissage en situation de travail. En fait, je voulais être pédagogue par conviction, et je suis devenu un peu pédagogue par nécessité. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces classes m'ont montré assez rapidement, d'une part, que ce n'est pas parce qu'on enseigne que les élèves apprennent, et d'autre part, qu'il ne faut pas confondre progresser et apprendre. J'ai bien vécu avec ces élèves. Alors, sur mon intervention, je vais le faire en 2 temps. Une démarche en résumé, ça sera plutôt, plus exactement, quelques convictions, et puis une illustration, parmi de multiples possibles, concrètes. Alors, sur cette démarche, j'étais un petit peu embêté pour essayer d'expliquer ma première intention. Je trouvais, plus exactement, qu'avec ces élèves, c'était presque insuffisant d'être prof de PS, mais qu'il y avait une dimension supplémentaire, une attitude qu'on devait avoir. Je ne sais pas comment la transcrire par écrit, et je me dis que finalement, j'aime bien le mot instituteur. Et l'idée d'être aussi instituteur de PS me paraissait quelque chose qui peut illustrer l'attitude que progressivement j'ai pu construire. C'est-à-dire l'instituteur, c'est celui qui institue des valeurs, c'est celui qui essaie de relier des connaissances. Il y a cette idée, je me réfère à un ouvrage d'Edgar Morin, d'enseigner à vivre. Voilà un peu ce que j'ai voulu retranscrire. Mais il n'empêche aussi qu'avec ces classes, on reste prof de PS,
et le travail interdisciplinaire avec les profs d'école, les profs d'atelier, profs d'autres disciplines, la direction SECPA est absolument indispensable. Ça, c'est une première conviction. La deuxième chose, c'est que globalement, il n'y a pas de programme spécifique pour les élèves de SECPA en EPS. En gros, on nous dit qu'on suit comme on peut le programme collège. Donc du coup, ce qui est important, finalement, c'est une stratégie qu'on doit essayer de mettre en place pour élaborer, sous forme de projet, des contenus en fonction d'un contexte. Et je trouve que cette idée qu'il n'y ait pas de programme, finalement, c'est plutôt mieux. Alors, s'il n'y a pas de programme, il y a quand même des accompagnements de programme, mais on voit qu'ils datent un petit peu, puisqu'ils sont en SECPA. En ce qui concerne l'EPS, ça concerne le livret 2, de la page 87 à 116, puisqu'il y en a en français, maths plusieurs dedans, qui date de 99. Alors, je vous ai mis une situation qui est intéressante à double titre. D'une part, parce qu'elle fait une grande référence au plaisir éprouvé à l'importance du plaisir éprouvé en EPS, et d'autre part, je me suis rendu compte que finalement en 99, le groupe plaisir en EPS de l'AEPS n'existait pas encore, puisqu'il a été constitué par Guillet en 2002. Voilà, donc c'est les accompagnements, c'est encore, je crois, la référence actuelle. Alors, toujours quelques pistes pédagogiques, on en a parlé Lucie, un peu celle du groupe plaisir. Alors finalement, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas spécifiques à ces élèves de SECPA. Hein. C'est des pistes qu'on peut utiliser finalement, quels que soient les élèves que l'on peut avoir. La piste 1, je retracerai ces deux mots, bienveillance et exigence, parce que je considère qu'on ne peut, si on veut être exigeant, et on doit être exigeant, eh bien, si on n'est pas bienveillant, notamment avec ces élèves-là, ça peut difficilement marcher. Je crois qu'il est important, très rapidement, de créer le contact avec la classe, de créer le contact avec le groupe, de faire exister chacun. Ça, c'est important. En gros, de les reconnaître. Et je peux vous raconter une petite démarche assez anecdotique, certes, mais il y a assez longtemps, au collège où j'étais, après la troisième, il y avait pour ces élèves des formations professionnelles ou qualifiantes, première année, deuxième année. Donc je parle d'un temps assez lointain déjà, où il y avait un démixage des classes. Et je me rappelle que j'avais le groupe de filles FP1, FP2, et je vous parlais d'instituteurs tout à l'heure, et je commençais mes séances finalement par un accueil, comme peut faire un maître, une maîtresse de CP. On faisait un accueil, bon alors c'est vrai que c'est une classe qui était assez réduite, de 8-10 élèves. Hein. Et le fait de faire un accueil, c'est-à-dire leur permettre de parler, chacune leur tour, là en l'occurrence, je m'étais rendu compte que ça dynamisait par la suite la motivation, la mobilisation dans le cours, et sur des activités qui auraient pu paraître, et qui pouvaient paraître assez rébarbatives a priori, pour la plupart de ces filles de formation professionnelle première et deuxième année, eh bien, ça changeait ce dynamisme-là. Alors, c'est l'importance de créer le contact. D'autre part, toujours dans cette piste, je crois qu'il faut être convaincu. Ces élèves ne sont pas dupes plus que les autres. En fait, avant d'être élèves, ils sont enfants ou adolescents. Et c'est ce qui prime par rapport à leur statut d'élève. Autrement dit, ils sentent très rapidement, si on n'est pas convaincu par ce que l'on fait, eh bien, ça ne passe pas. Pareil, si on n'est pas convaincant, hein, c'est-à-dire si on ne fait pas les choses sérieusement, si on n'est pas là complètement, ça ne fonctionne pas non plus. La compétence de l'enseignant, ils doivent la reconnaître. Je pense qu'il est, par exemple, c'est un atout de pouvoir participer avec eux. Hein. Alors, aussi bien avec les élèves les plus faibles, pour à certains moments les aider, etc., qu'avec les plus forts qui sollicitent aussi parce qu'ils veulent se confronter à certaines activités. Et je trouve que c'est quelque chose qui, justement, va pouvoir les mobiliser dans l'action. La deuxième piste que j'ai utilisée, enfin, que je résume ainsi, pardon, eh bien, une pédagogie des manques avec des élèves de SECPA, ça ne passe pas. Pédagogie des manques, c'est une pédagogie où on commence par essayer d'observer, repérer tout ce que les élèves ne savent pas faire. Alors ça part d'une bonne intention, mais finalement ça devient rapidement catastrophique, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, les élèves, s'ils ne savent pas faire, ils ne veulent pas faire. Enfin, ces élèves-là. Donc surtout pas une pédagogie des manques,
mais surtout une pédagogie qui prend en compte leurs possibilités, ce qu'ils sont capables de faire, etc. Du coup, ça nous amène sur un apprentissage, une conception de l'apprentissage qui s'est mise en place progressivement, qui serait plutôt par optimisation-émergence. Alors, pour aller très vite là-dessus, optimisation, ça veut dire on part de ce que les élèves savent faire et on essaie de les rendre beaucoup plus forts dans ce qu'ils savent faire beaucoup mieux ce que l'on sait déjà faire. C'est ce que Michel Récopé a appelé l'apprentissage quantitatif. Et à partir du moment où il y a ces répétitions sur ce qu'on sait faire, où on s'améliore, on devient de plus en plus expert sur ce qu'on sait faire, il va se produire une émergence de nouvelles préoccupations, ça crée un changement d'étape qui va être favorable à quelque chose de nouveau dans l'apprentissage. Donc, bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus, je pense que c'est suffisant, je pense que vous avez compris. Ça, c'est un apprentissage plutôt qualitatif, c'est-à-dire qu'on fait un bond en avant, on ne s'occupe plus de la même chose. Voilà. Piste 3, ça a été dit tout à l'heure par le groupe qui nous a présenté l'expérience en rugby. Je pense qu'avec ces élèves, avec tous les élèves, avec ces élèves encore plus, eh bien, il faut essayer de leur faire vivre quelque chose qui n'est pas ordinaire. Je ne sais plus où j'ai entendu de l'extraordinaire aussi. Il y a cette idée-là. Donc ça veut dire casser parfois, avec ce profil, le cadre scolaire traditionnel qui, pour eux, n'est pas toujours gratifiant, n'est pas toujours valorisant. Donc ça peut aller, parce que je vais essayer de vous présenter tout à l'heure, des projets interdisciplinaires, des regroupements par cycle, des choix laissés aux élèves, etc., des stages d'une semaine, des stages type classe verte. Quatrième piste, j'en resterai là sur les pistes qui me paraissent fondamentales, c'est s'appuyer sur leurs points forts. Et globalement, parce qu'on est obligé de schématiser un petit peu, évidemment il y a toujours des singularités, mais globalement chez ces élèves, l'entraide, la coopération, la solidarité, c'est leur point fort. On l'avait repéré progressivement et on s'est dit on va essayer de s'appuyer là-dessus. Alors, sur ces convictions, sur cette démarche en résumé, finalement, pour moi en l'occurrence, enseigner dans ces classes de SECPA, ça nécessite, et ça je trouve que ça c'est fantastique, d'être un créateur permanent. Ça a été dit aussi par d'autres personnes avant. Tout est à construire avec ces élèves, puisqu'il n'y a pas de programme proprement dit. Il n'y a que des grandes finalités. Tout est à construire. Les projets, les contenus, la relation aux élèves, etc. Et je trouve que, avec l'expérience que j'ai pu construire, c'est justement ce qui est passionnant professionnellement. Et en plus, comme vous le voyez au-dessus, ces élèves sont de merveilleux régulateurs. Je pense que ceux qui ont eu du SECPA ont déjà dû avoir cette remarque. Monsieur, votre truc, c'est nul. Ah, pourquoi? Effectivement. Alors, maintenant, je vais essayer de vous présenter un exemple. Il y a un lien entre les deux. Ça sera d'abord un projet interdisciplinaire, comme on a fait chaque année depuis 4-5 ans. Alors, vous allez me dire pourquoi 2017, pourquoi 2018 ? C'est parce que je suis retraité depuis quelques années et c'est un des derniers projets que j'ai pu mettre en place. Ça se passe à Clermont-Ferrand, au collège de Lucie-Aubrac, où j'étais intervenu. Ce projet interdisciplinaire, j'ai essayé de surligner en jaune des points qui pouvaient être forts ou des points qui sont significatifs. D'abord, c'est un projet qui concerne les élèves de tout le cycle 4. C'est-à-dire des élèves 5e, 4e, 3e. Ce projet les concerne donc tous. Ça ne veut pas dire que tous les cours et tout le temps, il y aura ces 3 classes ensemble, et on y reviendra en EPS, c'est le cas. Il y a 2 objectifs interdisciplinaires qui sont liés, qu'on va essayer de relier aux 5 domaines de formation du socle commun. Justement, on a essayé de se baser sur leurs points forts. Ce qui va être vraiment interdisciplinaire, ça va être la coopération, d'une part, et l'observation, d'autre part. Alors, ce que je vous présente, ça s'est fait comment et quand? En fait, ceux qui sont en collège savent bien que la première semaine de juillet, après le brevet, il y a quand même pas mal d'élèves d'absents. Donc on regroupe des élèves, ce qui nous permet, chaque année notamment, de faire un regroupement sur une demi-journée
entre les intervenants SECPA, c'est-à-dire la directrice SECPA, les profs d'école, profs d'atelier, profs de PS, où, à partir d'idées qu'on a pu avoir avant, on va essayer de monter ce projet pour la rentrée, enfin le préparer dans tous les cas, et en gros, ce que vous avez là sous les yeux, c'est le compte-rendu de ce travail qui s'est effectué sur une demi-journée en juillet, c'est-à-dire avec un planning possible sur l'année. Alors, ça commence en septembre par une présentation du projet aux élèves. Dès le premier vendredi, vous comprendrez peut-être pourquoi on le fait le vendredi par rapport au projet EPS. Ça fait partie aussi d'être convaincu, d'être convaincant. C'est-à-dire que ces élèves, on les respecte, on leur passe un diaporama, on leur fait voir des photos des années précédentes, etc. C'est-à-dire qu'on essaie d'être... de les marquer très fort d'entrée. On fait ça l'après-midi donc aux élèves, avec les questions, et on fait ça le soir avec les parents. Après, on prévoit un certain nombre, avec ces élèves de SECPA, les 3 classes à la fois, les vendredis après-midi, on fait des randonnées pédestres, j'y reviendrai, dans la première partie jusqu'aux vacances de Toussaint, où on essaie de réunir ces... Bon, j'en parlerai un petit peu après, mais autour du thème de l'air et du vent, qui est le thème interdisciplinaire que finalement j'ai oublié de vous indiquer. Sur cette année-là, le thème c'était l'air et le vent. Voilà, donc on essaie de faire des thèmes pour, au cours de nos randonnées pédestres, voir des éoliennes, des moulins à vent, des départs de parapente, etc., voir une montgolfière à Vulcania. À partir de septembre, il y a aussi des interventions avec les 3 niveaux de classe en même temps, mais par petits groupes, mais mélangés, sur le cycle, des petites expérimentations qui sont faites par le prof de physique du collège. Après, par la suite, il y a entre septembre et avril des EPI qui sont prévus en français, rédaction du dossier, en maths, sur le budget, en SVT, sur l'environnement, etc. Après, de janvier en avril, enfin vous l'avez sous les yeux, vous le voyez. D'avril, il y a quand même notamment aussi la construction de cerfs-volants avec les professeurs d'atelier. D'avril à mai, il y a un stage nature d'1 semaine qu'on a fait cette année-là à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec de la pratique du voile, char à voile, bon, des cerfs-volants, etc., ultimate. En juin, il y a une évaluation qui se fait, il y a l'élaboration d'un diaporama par les élèves qui présenteront à leurs parents. Ça va déboucher sur un projet EPS pour ces élèves-là, sur cette année-là, toujours pour les élèves du cycle. On a un emploi du temps annualisé depuis de nombreuses années. Ça veut dire qu'on fait l'EPS, alors les 3 classes en même temps, les vendredis après-midi. Ça veut dire aussi que des fois, ils n'auront pas EPS parce qu'ils sont au stage ou parce qu'il y en a d'autres qui sont au stage. Ça veut dire que des fois, ils resteront au collège pour 2 heures d'EPS et d'autres fois, on partira pour 3h30, 4 heures, un petit peu plus ailleurs. Alors, il y a des objectifs disciplinaires, ça reste assez classique, je ne sais pas trop par rapport au temps ce qu'on peut faire, mais enfin, on reste quand même sur des objectifs assez classiques que vous pouvez avoir sous les yeux. On a l'idée aussi, et c'est important avec ces élèves, pour nous, enfin on trouve que c'est important, c'est de ritualiser les pratiques. Alors ça va se faire à 2 niveaux. Dans tous les cas, en fin de chaque séance, on va essayer de donner, à partir d'indicateurs, des informations aux élèves sur ce qu'on a pensé d'eux. Alors ça peut être un petit peu au niveau de l'attitude générale, pour qu'ils sachent un peu comment on les voit, comment ils se trouvent. Tous les trimestres, en plus, on les prend individuellement un par un, alors que là, on le fait assez vite. Le deuxième, un petit peu rituel, c'était un petit peu plus dur, hein, ça on l'a fait avec les collègues aussi, c'était on fait des manifestations au collège à la fin, ou pour les élèves de l'UNSS, il y a des remises de médailles, etc. Il y a une journée en fin d'année comme ça, et on disait pour ces élèves de SECPA, alors il y en a certains qui sont à l'AS, certains ont de bons résultats à l'association sportive, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Et on a eu l'idée de décerner le titre d'un bon élève au niveau du coaching, un diplôme de coaching. Après, au niveau de l'organisation, toujours un peu par rapport à ces rituels, je vais essayer d'aller vite. Pour les randonnées pédestres, on s'était rendu compte progressivement, un peu comme toujours, il y a les élèves qui courent devant, ceux qui traînent derrière, il y a 2 façons de voir les choses. Alors, on a essayé de faire 2 groupes qui partent séparément
Et dans chacun des groupes, il y a 2 élèves qui vont diriger, ils ont un plan, ils passent devant et ils vont diriger comme ça. On essaie de le faire régulièrement. Quand on fait ces déplacements les premières semaines, avant les vacances de Toussaint, ils ont des tâches interdisciplinaires. Ils doivent récupérer un certain nombre de choses, prendre des photos pour constituer leur dossier, pour constituer le pays également. Après, au niveau des séances au collège, notre rituel, l'échauffement est toujours dirigé par l'enseignant, et puis après, on essaie de mettre en place des entraînements où les élèves vont pouvoir, certains, aider les autres, mettre en place ce système d'entraide, de coopération. Voilà. Et puis on termine par des jeux adaptés dans l'activité proposée. Alors, nos 2 thèmes interdisciplinaires sont toujours les mêmes sur la coopération et l'observation. Avec, la difficulté que l'on avait, c'est qu'effectivement, ce sont des thèmes, mais comment faire concrètement avec ces élèves-là, comment faire pour essayer de leur permettre d'être éduqués à la coopération, d'être éduqués un petit peu à l'observation. Vous voyez les questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire par rapport à l'observation, comment éduquer à l'environnement. Alors comme je l'ai mis tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, les randonnées servent de lieu d'observation et de proposition pour notre projet interdisciplinaire EVAN, donc prendre des photos, etc. Comment éduquer à l'image? Qu'est-ce qu'on peut prendre en photo? Qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre? Pourquoi? Comment les trier, etc. Quels sont les droits? Comment retransmettre ces informations? Que faut-il retenir et présenter par la suite pour faire un diaporama pour les parents, pour faire un dossier? Comment éduquer à la connaissance de soi? Alors ça, c'est quelque chose qui nous paraissait essentiel pour ces élèves, c'est-à-dire leur apprendre à se connaître, parce qu'ils aiment bien observer. C'est vrai que souvent, ils se posent des questions quand on fait des déplacements comme ça en randonnée, mais la connaissance de soi, c'est pas quelque chose qui est très développé, et pourtant, pour nous, c'est quelque chose qui peut leur permettre de prendre de l'assurance, de prendre de la confiance et de progresser. Donc avec, vous l'avez sous les yeux, qu'est-ce que je réussis, où est-ce que je me situe dans chaque activité, quelle a été mon attitude, permettre à ces élèves aussi de relever leurs ressentis, leurs émotions, etc. Et l'idée qu'on avait eue collectivement à ces élèves, puisqu'il y en a qui ont un peu les nerfs à vif quelquefois, plus que d'autres, c'est d'essayer d'introduire une zone de relâche, c'est-à-dire à partir du moment où ils se connaissent, où ils auront besoin un peu de décompresser, de calmer un peu leurs émotions, c'est-à-dire d'instituer cette zone lorsqu'on sent un petit peu la tension monter. Alors, se débouche sur un planning annuel, pareil. Alors sur ce planning, donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas de l'EPS tous les vendredis, parfois ils sont en stage. Ils n'ont pas toujours 3 heures, ils ont rarement 3 heures en fait. Ils ont parfois 2 heures lorsqu'on reste au collège, parfois beaucoup plus. Donc ça a commencé, je ne vais pas tout redire ce que vous avez sous les yeux, par une présentation. Et ça nous paraît, j'insiste sur cette importance de la présentation, cette importance de présenter notre projet aux élèves, où on présente le projet interdisciplinaire également ce jour-là, c'est-à-dire où il y a les collègues des autres disciplines, profs d'atelier, profs d'école qui sont présents. Et c'est important parce que ça montre en quoi on est convaincu et ça essaie de vouloir être aussi convaincant pour eux. Alors, les randonnées, vous les voyez. Il y a des séances au collège. Alors, les séances au collège, il y a chaque fois, c'est des petits cycles de 4 qui peuvent revenir, mais ils le refont 2 années après. On a gardé ces activités plusieurs années de suite, en fait. Sur ces séances, la première série, boxe, tennis de table et tchoukball, en fait, sur 2 heures, les élèves choisissent eux-mêmes 2 activités. Ils choisissent 2 activités et ils ont 1 heure dans chaque activité, selon le rituel qui a été indiqué. Et comme il y a à la fois des 5e, des 3e, des 4e, donc il y en a qui connaissent plus, c'est des élèves qui sont très hétérogènes au niveau de la motricité, au niveau de leur expérience en plus sportive, leur expérience en EPS, ça favorise ces 3 années le coaching et l'entraide auprès d'autres élèves sur nos 2e partie du rituel. Il y a à un certain moment des tests de natation qui sont un peu évidents puisqu'on va avoir sur
les randos sur la classe de découverte. Il y a des tests de natation et il y a des séances de perfectionnement en natation pour les élèves qui justement ne maîtrisent pas le savoir nager, pour pouvoir faire de la voile notamment. Et pour les élèves qui vont en natation, enfin pour ceux qui justement ne vont pas aller en natation, on propose une activité patinage qui pour le coup n'a rien à voir avec l'air et le vent. Après on reprend d'autres activités au collège, gym, badminton, basket. On propose aussi cette semaine de stage dont je vous ai parlé et on termine par des séances au collège. Des objectifs, qu'est-ce qu'il est permis d'espérer avec ces élèves? Quels sont les objectifs réalisables? C'est à la fois c'est banal ce que je vais vous dire parce qu'on reste sur des finalités, donc c'est toujours très difficile à objectiver, à avoir des indicateurs sur des finalités. Mais finalement, ce qui est possible, c'est de créer des projets en fonction d'un contexte qui permettront un peu plus de mobiliser les élèves parce que c'est interdisciplinaire, parce que tous les enseignants sont impliqués, parce qu'on essaie de faire vivre des expériences marquantes et qu'on peut plus facilement, justement, peut-être les mobiliser. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé. Ça ne marche pas toujours ni pour tous, évidemment, mais un peu plus d'élèves vont se mobiliser. Et ces finalités de l'école, c'est toujours un peu les mêmes. La santé par l'activité physique, le civisme par la vie avec les autres, l'émancipation par l'acquisition, pour nous, d'une culture corporelle par rapport à notre spécificité. Autrement dit, on peut leur donner le goût pour la pratique physique, voire pour les randonnées. On peut développer leur conduite motrice, on peut les sensibiliser à quelques activités physiques et sportives pour leur faire acquérir progressivement une certaine culture corporelle, entre autres. Et du coup, pour conclure, donc on a vu à travers l'exemple de Philippe que cette expérience d'inclusion, elle se fait essentiellement au sein du groupe SECPA, par une adaptation de l'école et des démarches pédagogiques de l'enseignant à ses élèves. Mais en revanche, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une entité à part dans le collège et que la question qui reste ouverte, c'est aussi leur inclusion au niveau social, donc à l'égard des élèves et de classes ordinaires et des autres enseignants. Voilà, on vous remercie pour votre attention.